Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Probablement qui va être un petit peu spécial puisqu'en fait j'ai sauté sur l'occasion après une visite des laboratoires de IBM à Zurich d'interviewer des chercheurs à IBM Zurich et du coup j'en ai profité notamment parce que le domaine du hardware en informatique est quelque chose que je connais finalement relativement peu. Ce n'est absolument pas une promotion, un placement de produit pour IBM. Voilà, c'est vraiment moi qui les ai contactés parce que j'étais vraiment curieux d'en savoir plus sur la recherche qui avait lieu à IBM Zurich. Et donc ce que vous allez écouter, ça va être trois interviews que j'ai faites de trois chercheurs à IBM Zurich. Donc le premier, Lucas, va être beaucoup plus sur des problématiques de CPU en particulier, et puis plus globalement de tout ce qui est hardware un peu classique, hein, ce qu'on utilise aujourd'hui, mais jusqu'où ça peut aller et comment est-ce qu'on projette le futur de ces technologies-là. Ensuite, on va avoir une interview de Manuel qui va nous parler de hardware neuromorphique, qui est vraiment un des trucs un peu révolutionnaires qui est en train d'être mis en place pour pouvoir faire du calcul spécialisé, enfin des machines à calculer spécialisées pour les réseaux de neurones et du coup pour l'intelligence artificielle moderne. Et enfin, en dernière partie, on va parler avec Daniel de l'ordinateur quantique qui en est vraiment à ses tout premiers balbutiements. Et pour l'instant, on n'est pas du tout autour de solutions tout à fait commercialisables, mais la recherche avance et avance à grands pas. Vous avez sans doute entendu parler, par exemple, de suprématie quantique. Donc ça avance et on verra quels sont les défis à relever, mais également comment est-ce qu'on imagine utiliser ce genre de hardware dans le futur. Donc la qualité audio est pas top tout du long, en particulier avec Daniel, vous allez voir, c'est pas tip top du tout. Donc je m'en excuse, mais je pense que les deux premières interviews sont largement écoutables. Et puis bon, pour la troisième, soit vous êtes très motivé, vous ferez un effort, soit désolé. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Probablement. Du coup, j'accueille aujourd'hui Lucas, je sais pas comment prononcer ton nom, Xonomas, Xonomas, désolé. Qui est chercheur à IBM Zurich, notamment sur microprocesseurs. Bonjour Lucas, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu, notamment ton parcours? Oui, donc comme tu l'as dit, je suis Lucas Ornoma. Ça fait une dizaine d'années que je travaille chez IBM Research à Zurich. Je travaille principalement sur les matériaux semi-conducteurs, les microprocesseurs, comme tu l'as dit, et également euh, pour comment dire, les technologies qui tournent autour des microprocesseurs, pour connecter les microprocesseurs entre eux ou comment faire pour les rendre intégrés dans le système, on va dire. Et voilà. Et on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps lors d'une visite Ouais. de notre site et je suis très content de pouvoir continuer la discussion avec toi. Super. Est-ce que tu pourrais commencer par expliquer ce qu'est un microprocesseur pour ceux qui connaissent pas du tout Donc, un microprocesseur, c'est un peu comme un ordinateur en fait. C'est-à-dire, un ordinateur, c'est composé principalement de deux éléments, le cerveau, donc le microprocesseur, et la mémoire. Et ce que fait un ordinateur, c'est quand on lui demande de réaliser des actions, il prend des données dans la mémoire qui sont envoyées au microprocesseur. Le microprocesseur traite les informations, fait des calculs, retourne un résultat, et le résultat ensuite est stocké dans la mémoire. Ça, c'est la base du fonctionnement d'un ordinateur. Et donc, la mémoire, elle sert juste à stocker l'information, donc elle est, on va dire, un peu plus. Et le microprocesseur, c'est lui qui traite l'information, donc c'est lui qui est un peu qui rend le système fonctionnel. Ouais. C'est un peu lui qui est au cœur de la magie derrière un ordinateur. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'histoire du microprocesseur, d'où ça vient? Ouais, ça commence il y a 70 ans environ. En 1947, l'invention du transistor. Donc, on va y revenir après, je crois, mais le transistor, c'est la brique de base qui sert à construire un microprocesseur. Donc, ça a été inventé en 1947 à Bell Labs, aux Mhm. États-Unis. Et ensuite, ça a pris une dizaine d'années, jusqu'à 1958, pour qu'on arrive à construire les premiers circuits intégrés, c'est-à-dire qui intègrent plusieurs transistors entre eux pour réaliser une fonction. Et ensuite, c'est allé très vite. 2 ans après, IBM a été la première entreprise à faire une production de masse de circuits intégrés. Donc, je dis circuit intégré, c'est un peu, on va dire, l'ancêtre du microprocesseur. C'est une version simplifiée, très simplifiée de ce qu'est un microprocesseur aujourd'hui, mais ça a commencé comme ça. Et ensuite, tout s'est
accéléré. 5 ans après, il y a ce qui s'appelle la loi de Moore, qui a été établie par Gordon Moore. On peut aussi en parler en détail un peu plus tard. 3 ans plus tard, Gordon Moore a fondé Intel avec d'autres co-founders, qui aujourd'hui est très connu comme étant un des fournisseurs principaux de microprocesseurs pour le grand public. Ouais. Et puis, en 1974, il y a une autre loi que je pense que j'aimerais qu'on en discute aujourd'hui, qui s'appelle la loi de Dennard, qui a été mise en place par un chercheur chez IBM, qui a structuré toute l'industrie des semi-conducteurs pour, en fait, a expliqué comment on va pouvoir rendre les microprocesseurs toujours plus performants. Et ensuite, fin des années 70, début des années 80, donc les microprocesseurs devenaient de plus en plus complexes, etc. et étaient basés sur une technologie de transistors qui s'appelle les transistors bipolaires. Des années 70, début des années 80, on a basculé sur la technologie qui s'appelle la technologie CMOS, qui est la technologie qui existe toujours aujourd'hui. Et depuis, ça a une augmentation constante du nombre de transistors, de la performance, une diminution de la consommation d'énergie, pour arriver au point où un ordinateur qui quelques dizaines d'années prendrait un immeuble entier, aujourd'hui tient dans la poche du smartphone et nous permet d'être non seulement connectés que nous connaissons aujourd'hui. Ouais. Un peu, pour moi, c'est une des créations les plus impressionnantes que l'homme a pu faire en termes de à quelle vitesse est-ce qu'on a réussi à changer le monde et à quel point est-ce qu'on a maîtrisé la matière et créé des systèmes aussi complexes. Ouais. Un processeur, ça contient plusieurs milliards de transistors. Ouais. On est allé en 70 ans du premier transistor à plusieurs milliards dans votre poche. Ouais. Ouais, c'est assez impressionnant. Du coup, tu peux expliquer ce qu'est un transistor et pourquoi est-ce que c'est aussi important? Donc, un processeur ou un ordinateur, ça marche avec ce qu'on appelle des bits. Donc, un bit, c'est une unité d'information, on va dire, c'est soit un 0, soit un 1. Et comment est-ce qu'on représente ça de manière. Comment est-ce qu'on traite ça dans un microprocesseur? Donc, on a besoin d'un interrupteur, soit ouvert, soit fermé, et qui, du coup, sert à représenter un 0 ou un 1, selon s'il est ouvert ou fermé. Ouais. On peut voir ça comme un interrupteur mécanique pour allumer ou éteindre la lumière, Ouais. sauf que on ne fait pas ça de manière mécanique dans un microprocesseur, on fait ça de manière électronique. Et le transistor, c'est exactement ça, c'est la version électronique de l'interrupteur, on va dire. Ouais. Ça a une entrée, une sortie, okay, et ensuite ça a un troisième signal qu'on appelle la grille qui sert de contrôler si l'interrupteur est allumé ou. Ouais. C'est vraiment la brique de base. Okay, Ouais. et quand on connecte donc il y a toute une théorie qui explique comment est-ce qu'on peut connecter entre eux des transistors pour créer des circuits logiques. Et les circuits logiques sont à la base, on va dire, c'est le plus petit sous-système. Et quand on combine plein de circuits logiques entre eux, on arrive à créer des fonctions. Et à la fin, on crée un microprocesseur qui va contenir, à l'époque, au tout début, quelques dizaines de transistors et aujourd'hui, quelques milliards de transistors. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est quoi l'intérêt d'avoir plus de transistors? Il faut le voir un peu comme, on va dire, chaque fonction qu'on veut faire réaliser par un microprocesseur demande un certain circuit logique derrière, Ouais. et chaque circuit logique demande un certain nombre de transistors. Et donc, si on veut pouvoir faire rentrer tout un ordinateur dans un smartphone, d'accord, ça veut dire qu'il faut pouvoir faire rentrer toutes ces fonctions-là dans une puce qui est toute petite, et donc il va falloir mettre les transistors nécessaires à réaliser ces fonctions, il va falloir les faire rentrer dans cette puce qui est toute petite. Ouais. Vu les fonctionnalités qu'on a aujourd'hui, on voit l'utilisation qu'on en fait, donc on communique par la 5G, on regarde des vidéos en haute définition, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui tournent dans le téléphone, on fait de la photographie, du traitement d'image, etc. Toutes ces fonctions, elles demandent un microprocesseur très très performant, et pour pouvoir réaliser ça, on a besoin de l'ordre du milliard de transistors pour le faire. Ok. À l'époque, les premiers transistors, ils étaient de l'ordre du centimètre, Ouais. les premiers qui ont été créés, ou du millimètre plutôt. Et aujourd'hui, on est dans le nanomètre. Ouais. C'est cette réduction de taille des transistors qui a permis
d'en mettre suffisamment sur une puce aujourd'hui pour rendre les microprocesseurs aussi performants et nous permettre de faire autant de choses avec nos ordinateurs ou nos téléphones. Ok. Et donc, si je comprends bien, sur les milliards de transistors, du coup, il y a plusieurs circuits logiques qui sont conçus avec ça. Et du coup, c'est comme s'il y avait plusieurs fonctions préprogrammées sur le microprocesseur, c'est ça? Oui et non, c'est vrai dans l'image de ce que j'ai décrit pour expliquer simplement, mais en réalité, on essaye de faire en sorte que les circuits qu'on réalise, ils soient pas dédiés à la base. Donc on peut en revenir pour l'avenir, mais pour jusqu'à aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que les processeurs ils soient le plus génériques possible. C'est-à-dire que un processeur, il va fournir en fait une liste d'instructions, d'accord, qui sont en fait la base de ce qu'utilisent les gens qui programment des logiciels pour programmer leur logiciel. Donc c'est la première couche que fournit un ordinateur. Il fournit le jeu d'instructions du processeur. Ouais. On essaye de faire en sorte que ces instructions soient suffisamment génériques pour pouvoir représenter le plus de cas possible selon ce qu'on veut faire. Ouais. Et ensuite, au-dessus de ça, les gens programment des drivers, peut-être entendu parler de drivers, et par-dessus des applications, un système d'exploitation, etc. Et qui, au final, ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent les instructions génériques du processeur, utiliser des tâches qui, mises les unes après les autres, font ce qu'on veut en fait. Ouais. Ouais. Mais vitesse du processeur, donc c'est du microprocesseur, donc est compté en gigahertz. Ça, c'est lié au nombre de transistors ou il y a un lien? Euh, Pas vraiment. En fait, le, quelque part, oui. Disons, plus un transistor est petit, plus il va vite. Ouais. Et plus il va vite, plus on peut augmenter la fréquence de fonctionnement, donc les gigahertz. Mhm. Et plus la fréquence de fonctionnement est élevée, plus le processeur va traiter les informations rapidement, et donc plus la machine va être Ouais. dans l'idéal. Et en pratique, vu que on veut mettre de plus en plus de transistors dans une surface petite, ça revient à rendre les transistors de plus en plus petits, et donc, comme une conséquence, ça revient à rendre aussi les transistors beaucoup plus performants. Ouais. Ok, donc ok, donc il y a enfin, la miniaturisation et enfin, ce qui permet les deux, quoi, avoir plus Voilà, d'informations. le cœur, c'est la miniaturisation. La miniaturisation permet, et on peut parler de la loi de Moore et de la loi de Dénard, mais la miniaturisation permet de Ouais. réduire la consommation d'énergie, d'augmenter la performance et d'augmenter le nombre de fonctions qu'on peut faire réaliser à notre micro. Ok. En fait, on gagne sur tous les tableaux. Ok. Ouais. Du coup, tu peux parler un peu de la loi de Moore, qu'est-ce que c'est? La loi de Moore, c'est la plus connue dans cette industrie, et en fait, s'est rendu compte, après quelques années à étudier l'industrie des circuits intégrés à l'époque, que en fait, le coût d'un transistor était en moyenne divisé par 2 chaque 2 ans. Ouais. Donc c'est une observation qu'il a faite à l'époque. Et donc ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est qu'il a postulé que c'était quelque chose qui était assez fondamental à l'industrie et allait continuer pendant longtemps. C'était un peu une prévision du modèle économique de cette industrie qui dit, Ouais. voilà, si on arrive à réduire le coût d'un transistor par 2 tous les 2 ans, ça veut dire qu'on va pouvoir en mettre beaucoup plus, et donc on va faire des choses plus performantes, et donc on va gagner des parts de marché, et on va rendre cette industrie de plus en plus importante. Vraiment l'aspect économique. Mhm. Quelques années plus tard, il y a donc Monsieur Dennard de IBM, un chercheur IBM, qui a créé l'aspect technologique derrière cette loi, et qui explique comment est-ce qu'il faut faire pour diminuer la taille d'un transistor, et pourquoi, si on, et il a décrit que si on suit sa loi, euh, c'est lui qui a expliqué que la façon de réduire le coût par 2, c'était en réduisant la taille du transistor d'une certaine façon. En suivant cette loi, on pouvait à la fois, ce que j'ai dit juste avant, on pouvait gagner vitesse, donc on pouvait accélérer le transistor, on pouvait réduire la consommation d'énergie, Ouais. et aussi réduire le coût. Donc c'est lui qui a
Gordon Moore, il a donné la vision, on va dire, et Dennard, il a expliqué comment il fallait faire. Ok, d'accord. Et donc depuis, pendant des dizaines d'années, l'industrie a suivi ces lois en disant, bon, ben, il faut que je divise toutes les dimensions géométriques de mon transistor les 2 ans pour pouvoir rester dans cette roadmap. Ok. Et pourquoi, du coup, pourquoi est-ce que vous arrivez à diviser par deux? Je vais vous couper les transistors en deux tous les 2 ans, ou comment vous faites? On les coupe pas en deux parce que si on les coupe en deux, ils marchent plus. J'imagine. Mais on essaye. Ce qu'on doit faire, c'est essayer de couper en deux les dimensions, c'est-à-dire toutes les. Au final, voilà, comme je l'ai expliqué, il y a une entrée, une sortie et un contrôle. Et il faut que toutes ces dimensions-là soient réduites d'une génération à l'autre. Et ce qui a été un des moteurs principaux de cette réduction, c'est ce qui s'appelle la lithographie. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la lithographie, mais c'est une technique pour. C'est un peu comme de la photographie, Oui. mais à l'échelle micrométrique à l'époque et nanométrique aujourd'hui. C'est-à-dire, au final, ce qu'on a un morceau de matériau, c'est du silicium sur lequel on fabrique les microprocesseurs, et on veut venir dessiner sur ce matériau la forme des transistors qu'on veut fabriquer. Ouais. Et donc c'est ça le procédé de lithographie, c'est celui qui vient dessiner sur le matériau les plans du circuit intégré en fait. Ouais. Il a fallu améliorer au cours de toutes ces dizaines d'années de réduction des tailles, il a fallu améliorer les procédés de lithographie pour pouvoir dessiner les transistors de plus en plus petits et du coup les fabriquer de plus en plus petits. Ouais. Et pendant très longtemps, c'est ça qui a été une des limitations principales euh, sur lesquelles beaucoup de développement a été fait pour pouvoir diminuer la taille des transistors. Ouais. Et du coup, j'imagine qu'une grosse partie, du coup, c'est l'amélioration de la lithographie. Plus de précision en lithographie permet d'avoir des microprocesseurs plus petits, enfin des transistors plus petits. Ouais. Donc après, forcément, il faut que les procédés de fabrication suivent. C'est-à-dire que maintenant, quand on a les plans qui ont été faits plus petits, ça veut dire qu'il faut que tu puisses structurer de manière plus petite, enfin des matériaux en général, que tu puisses les déposer dans des endroits plus petits et que tu puisses les structurer de manière plus petite. Donc tout doit suivre. Mais ce qui était comment dire, le problème principal à résoudre, c'était la lithographie Ouais. principale. Et ces dernières années, euh, ça a un peu changé. On va dire que depuis un peu plus d'une dizaine d'années, euh, il y a un moment où il a dû entendre parler peut-être des gens qui disent est-ce que la loi de Moore va s'arrêter? Ouais. Ce que je répondrais, c'est que pour l'instant, on le voit pas. La loi de Moore continue. Ce qui s'est arrêté, c'est la loi de Dennard. La loi de Dennard, ce qu'elle disait, c'est simplement il suffit de réduire les dimensions du transistor pour améliorer tout. Et en fait, la loi de Dennard, elle s'est heurtée à certains phénomènes physiques qui n'existaient pas à l'époque où les transistors faisaient de l'ordre du micron ou de l'ordre de la centaine de nanomètres, mais maintenant qu'ils sont de l'ordre de quelques nanomètres, Ouais. quelques dizaines de nanomètres, on est en train de se heurter à des phénomènes de physique qui se passent dans ces toutes petites dimensions. Donc certains sont liés à la mécanique quantique, font que ben, on ne peut pas simplement réduire toutes les dimensions du transistor et espérer que la performance s'améliore. Ouais. C'est ça qui a été un changement assez important ces dernières années, où c'est pas seulement la lithographie qui était le problème, mais plein d'autres choses pour comprendre pourquoi est-ce que quand je le fais plus petit, mon transistor, au final, il n'est pas plus performant. Ouais. Donc c'était beaucoup de problèmes de matériaux à résoudre et ça a vraiment ouvert le champ des possibilités. Donc d'un point de vue de recherche, c'est une période très excitante parce qu'il Ouais. y a un problème fondamental parce que enfin, on ne peut pas dire en 2010, bon, ben, désolé, hein, Internet c'est cool et l'iPhone ça fait 3 ans qu'il est sorti, mais on va s'arrêter là. Ouais. On peut pas dire ça. Il y a une industrie multi-billion industrie derrière, donc il faut trouver des solutions et il y a beaucoup d'argent dans cette industrie pour trouver des solutions. Donc pour être un chercheur dans ce domaine, c'est vraiment très excitant. Ouais, parce que j'imagine avant c'était un peu business as usual, on divisait un peu mais là c'est plus Euh, varié quoi, j'imagine.
c'est peut-être si certains de tes auditeurs étaient dans le domaine il y a 20-30 ans, peut-être qu'ils le verront pas comme ça, et c'est peut-être ma vision naïve en tant que jeune dans ce domaine. Je suis sûr qu'à chaque époque, il y a eu des problèmes très difficiles à résoudre, mais ma vision des choses vue d'aujourd'hui, c'est que le de problèmes à adresser pour réussir à faire améliorer les performances sont beaucoup plus larges et du coup créer beaucoup plus d'opportunités en tant que chercheur pour trouver des solutions. Ouais. Ouais, parce que donc, tu disais que les transistors d'aujourd'hui, du coup, ils font quelques nanomètres ou quelques dizaines de nanomètres. C'est ça? Ça correspond à combien d'atomes? Faudrait compter, non? Ou je sais pas. Oh, on pourrait presque les compter, ouais. Donc, donc aujourd'hui, ce qui est en production, ça s'appelle le nœud 7 nanomètres. Et donc, si certains de tes auditeurs connaissent un peu ou suivent les microprocesseurs, voilà, quand on achète un processeur, on peut voir souvent en quel nœud de gravure il a été fait. Et donc, les gens disent c'est 22 nanomètres, 14 nanomètres, 10 nanomètres. Le dernier qui est en production en ce moment, c'est 7 nanomètres. Ouais. Maintenant, 7 nanomètres, c'est pas la taille du transistor. Et au cours des années, ça a représenté différentes dimensions du transistor. Ok. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de dimension dans le transistor qui fait exactement 7 nanomètres. Mais c'est plus pour donner une ordre d'idée. Donc, Ouais. un transistor, ça fait nanomètres, mais on va dire certaines des dimensions critiques du transistor sont proches de ça, notamment l'épaisseur du canal. Donc le canal, c'est l'endroit où passe le courant électrique et où on ouvre ou on ferme le canal, en fait. C'est ça qui fait l'interrupteur. Ouais. Le canal, aujourd'hui, il est de l'ordre de quelques nanomètres d'épaisseur, donc peut-être, on va dire, 5 à 8 nanomètres d'épaisseur. Ouais. Et ça va correspondre à, je dirais, quelques dizaines de couches atomiques. Ouais. Ouais, Comment les compter, hein. c'est assez ouf. Quand on les fabrique et qu'on utilise des appareils, par exemple de microscopes électroniques en transmission pour regarder si la fabrication a bien marché, eh ben, on zoome et voilà, on voit le transistor avec le rangé. Ouais. C'est vraiment beau. C'est C'est beau assez à cool. voir. Ouais. Et donc tu disais que bon, la loi de Moore n'atteindra peut-être pas sa fin. Du coup, vous faites comment continuer le progrès? Je disais ça d'un point de vue réduire les dimensions d'un transistor d'un facteur 2 tous les 2 ans. Ça, c'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Mais augmenter et la loi de Moore purement à la base, c'était réduire le coût d'un facteur 2, le coût par transistor d'un facteur 2 tous les 2 ans. Ouais. Ça a un peu ralenti. C'est-à-dire que dernièrement, ça devient tellement difficile les performances que les investissements qui doivent être faits les, en R&D et en production pour réussir à améliorer les performances font que, au final, même si on arrive toujours à augmenter la densité en fonction de la loi de Moore, le coût par transistor, lui, il réduit pas aussi vite que Ouais. ça, c'est une réalité. Donc ça ralentit, mais ça s'arrête pas pour autant. Et, au final, ça se transforme. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'était vraiment critique d'améliorer la performance du cœur du microprocesseur parce que c'était pas suffisant pour toutes les tâches qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je ne sais pas comment tes auditeurs le voient, mais pour moi, personnellement, j'achète un ordinateur. euh, je me rappelle encore, on va dire, il y a 15-20 ans, si j'en achetais un autre 3 ans après, je voyais vraiment la différence sur les. Aujourd'hui, si j'en achète un, ok, la batterie va moins bien marcher, peut-être que j'aurai un meilleur écran plus tard, mais au final, la performance de l'ordinateur, elle n'améliore pas vraiment. Ouais. Parce qu'au final, on a atteint un niveau de performance qui est suffisant pour ce qu'on veut faire au jour le jour. Donc, plutôt ce qu'on fait pour continuer à améliorer, on va dire, l'écosystème, euh, développer des accélérateurs pour certaines tâches qui deviennent très critiques dans notre vie de tous les jours. Ouais. Et donc, c'est ça qui devient un peu le grand changement pour moi. C'est voilà, les microprocesseurs, comme on l'a discuté tout à l'heure, c'était quelque chose qui était conçu pour être générique. Donc, ça donne des instructions et ensuite les gens développent des applications par-dessus pour pouvoir faire un peu n'importe quelle tâche. Et au final, on voit aujourd'hui que la façon d'améliorer vraiment les performances de l'informatique en général, donc je parle souvent du téléphone ou de l'ordinateur, mais c'est aussi vrai pour les data centers, pour le cloud, etc. C'est d'identifier quelles sont
les types de calculs qu'on fait très souvent et qui sont vraiment essentiels à notre vie de tous les jours, et développer des accélérateurs qui sont spécifiques pour ces tâches. Donc ça revient à créer on va dire des processeurs très spécialisés. Par exemple, on peut faire des accélérateurs pour la compression vidéo. On peut faire des accélérateurs pour... Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est la préservation des données, donc la vie privée des gens, et faire en sorte que les données soient cryptées correctement. Et encrypter des données, ça demande beaucoup de calculs. On peut penser qu'on développe des accélérateurs pour accélérer l'encryption. Aussi, l'intelligence artificielle en général, c'est quelque chose aujourd'hui qui devient de plus en plus présent dans tous les types d'applications et de services auxquels on a accès. Et au final, c'est des types de calculs qui sont plus ou moins toujours un peu les mêmes, donc faire des accélérateurs pour ça. Donc en fait, on ralentit, mais en fait, l'industrie se transforme. Et au final, je pense que l'expérience utilisateur elle continuera à s'améliorer dans le temps parce que on arrive à améliorer la performance globale du système. Et elle est moins déterminée seulement par le microprocesseur, mais elle est plus déterminée par l'ensemble du système. Ok, ouais. Et donc toi, tu travailles sur une application particulière du CPU, enfin, un CPU spécialisé en particulier? Euh, Moi, personnellement, la plupart des 10 années que j'ai passées ici, j'ai travaillé vraiment sur le transistor en lui-même. Ouais. D'accord? Le transistor en lui-même, c'est, comme on l'a dit, c'est la brique de base du circuit intégré. Et donc ensuite, le circuit intégré, tu peux l'utiliser soit pour faire un microprocesseur qui est générique, soit pour faire un circuit intégré spécialisé pour faire une tâche. En fait, Ouais. j'ai fait, ça aide les deux, on va dire. Ok. Après, dernièrement, et personnellement, ça fait quelques années que j'ai travaillé un petit peu là-dessus, mais à notre laboratoire à Zurich, ça fait plus longtemps que des équipes travaillent dessus. C'est développer des accélérateurs spécifiques pour l'intelligence artificielle. Ouais. Quelque chose, aujourd'hui, enfin, ce qu'on voit partout, que ce soit pour les utilisateurs comme nous ou pour les entreprises, que de données qu'on génère et qu'on collecte de manière exponentielle, et au final, on n'arrive plus à les traiter en tant que simple humain, donc on a besoin d'algorithmes d'intelligence artificielle très puissants qui peuvent les traiter à notre place pour nous aider à prendre des meilleures décisions. Ouais. Euh, et, euh, et donc, comme je l'ai dit avant, c'est un calcul qui est très gourmand en performance, et du coup, il y a besoin de développer des accélérateurs pour ça. Ouais. Et c'est quelque chose sur lesquels on travaille beaucoup ici D'accord. dans le laboratoire, pour développer ce genre d'accélérateur. Ok. Donc là, tu parles de trucs comme des... Parce que aujourd'hui, ça passe beaucoup par des cartes graphiques ou des GPU ou des TPU. Enfin, c'est des trucs un peu comme ça aussi dont tu vous développez. Ouais, donc je pense qu'il faut voir un système informatique maintenant un peu comme, on va dire, le processeur, c'est le chef d'orchestre. Ouais. C'est lui qui est au milieu et qui distribue le travail, on va dire. Et au final, je pense que c'est lui qui en fera peut-être de moins en moins. Ouais. C'est-à-dire lui, il va donner les ordres, faire en sorte que les autres travaillent, mais lui-même, il va en faire de moins en moins. Ouais. On va avoir de plus en plus d'accélérateurs autour du chef d'orchestre. Les accélérateurs, c'est un peu comme dans un orchestre, les différents, le spécialiste du violon, le spécialiste de la trompette, etc. Un de ces accélérateurs qui est très utilisé, c'est le GPU. Donc, comme tu dis, c'est des cartes graphiques. Pourquoi? Parce que les cartes graphiques, à la base, c'était principalement développé pour les gens qui faisaient des jeux vidéo. Ouais. Parce que les jeux vidéo, c'est des images 3D, et pour calculer des images en 3D, il faut faire des multiplications de matrices. Et donc, les cartes graphiques, elles étaient vraiment développées pour faire des calculs de matrices de manière beaucoup plus efficace qu'un processeur. Ouais. Et, et il se trouve que maintenant, avec l'avènement de l'intelligence artificielle dans toutes les applications et services qu'on a, euh, ça devient la nouvelle utilisation des cartes graphiques, parce que des GPU. Parce qu'il se trouve que fait un calcul de réseau de neurones Mm. qui est utilisé pour l'intelligence artificielle, ça revient au final à faire des multiplications de matrices. Donc ça, c'est un peu ce qui a changé
l'univers des GPU dernièrement, c'est que ben, c'est devenu au grand malheur des gens qui font du jeu vidéo, parce que du coup, ça fait augmenter le prix des cartes graphiques énormément. Ouais, C'est devenu la brique de base qu'on met dans le cloud et dans tous les data centers pour accélérer l'intelligence artificielle. ouais, Donc c'est, on va dire, le premier accélérateur qui a vraiment explosé en termes d'utilisation. Et on peut penser à l'avenir que c'est pas la solution idéale. C'est-à-dire, on a gagné beaucoup en basculant l'intelligence artificielle depuis le microprocesseur, donc depuis le CPU au GPU. Mais voilà, c'est fait, donc on a eu un certain gain. Et maintenant, si on veut avoir plus d'augmentation de performance, il faut passer sur des circuits encore plus. Tu as mentionné les TPU. Le TPU, c'est un accélérateur qui a été développé par Google, qui est cloud. Il me semble que T, c'est pour TensorFlow. TensorFlow, c'est une librairie que Google utilise pour les calculs d'intelligence artificielle. ouais, Et donc ça, c'est un circuit qui est du tout, on va dire, générique. Il est extrêmement spécialisé pour accélérer les calculs d'intelligence artificielle qui sont faits avec ces librairies-là. ouais, Ça, c'est quand tu vas faire ça, tu vas gagner plus de performance qu'un GPU. ouais, Et, je pense que là où on tend, c'est essayer de faire des circuits qui sont spécialisés pour accélérer l'intelligence artificielle, qui sont génériques. ok, C'est ce qu'il y aura après le TPU. ouais, Et donc là, peut-être qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est ben, au final, il faudrait faire des circuits qui fonctionnent un peu comme notre cerveau. Donc on appelle ça des circuits neuromorphiques, ouais, à base de neurones et pas de transistors. Et donc la question, c'est ben, si on crée ce nouveau type de circuit où la brique de base, c'est le neurone et pas le transistor, qu'est-ce que c'est qu'un neurone? Comment est-ce qu'on crée un neurone artificiel, on va dire, ouais, dans un circuit intégré? Et ça, c'est un pan de recherche actuellement qui est très très intéressant parce que c'est ouvert, hein, c'est-à-dire en train d'inventer le nouveau transistor en quelque sorte. Quel est qui peut être une nouvelle brique de base d'un nouveau type de processeur qui va être qui va consommer très peu d'énergie et qui va être très performant pour faire tout type de tâches intelligentes, on va dire. ouais, Et donc, c'est pour des gens qui travaillent sur les matériaux, etc., c'est très intéressant, ou sur la physique, parce que ça veut dire qu'il faut trouver des nouveaux matériaux qui ont les bonnes propriétés physiques pour que, mis dans un circuit, ça permette de réagir un peu comme le ferait un neurone. Aussi avec ben, les gens, les biologistes qui étudient le fonctionnement du cerveau, parce que ben, plus on va comprendre le fonctionnement du cerveau, plus ça peut nous inspirer pour savoir comment est-ce qu'on peut réaliser en quelque sorte un cerveau artificiel dans un circuit intégré. C'est une des voies pour le futur, donc ce type d'accélérateur. ouais. Yeah. Ok, cool. Bah, je vais demander aussi par rapport aux matériaux, est-ce qu'il y a des problèmes de matériaux rares ou d'un point de vue environnemental, est-ce qu'il y a des... C'est une bonne question, c'est possible parce que aujourd'hui dans un microprocesseur, il y a peut-être un tiers des éléments de la table périodique qui sont utilisés. Ouais, Donc forcément, selon le contexte géopolitique à un instant T et le différentes demandes, c'est possible qu'il y en ait certains qui soient plus rares ou plus chers. Enfin, ouais, on parle souvent des terres rares, ouais, des matériaux qui sont beaucoup utilisés dans l'industrie de l'électronique et qui sont. Il me semble que la plupart des terres rares sont assez bien distribuées dans le monde en termes de ressources, donc on pourrait les exploiter, sauf que ça coûte, c'est très, enfin, ça coûte assez cher à exploiter, et donc du coup, il n'y a que certains pays qui se sont vraiment spécialisés dans l'industrialisation de ça, et du coup, ça rend certaines fois des discussions un peu compliquées sur les dépendances du marché à certains pays ou à certaines guerres géopolitiques, commerciales. ouais, ouais. Je pense que, au final, on s'en sort toujours. Ouais. Ouais. Et puis j'ai une autre question aussi sur bah, aujourd'hui
il y a de plus en plus, enfin, les microprocesseurs sont souvent multicœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va continuer à gagner en cœur? On a fait des processeurs multicœurs parce qu'on est arrivé, comme je l'avais dit avant, quand on fait les transistors plus petits, dernièrement, on ne gagne pas forcément en performance en termes de vitesse, donc de fréquence, les gigahertz, comme tu dis. Ça fait une quinzaine d'années que les processeurs ils tournent entre 2 et 4 gigahertz et on reste là. Et donc, pour améliorer la performance au niveau du système, ce qu'on a commencé à faire, c'est au lieu d'avoir un cœur qu'on fait aller de plus en plus vite, on a commencé à mettre plusieurs cœurs dans la même puce qui travaillent en parallèle. Ouais. Donc, c'est un peu comme dire avant, une personne qui était très très forte pour faire le travail et maintenant on a créé une équipe de gens qui sont très qualifiés aussi et du coup, comme ils travaillent en équipe, ils sont plus efficaces que la personne qui était toute seule avant. Ouais. C'est un peu ça l'idée des multicœurs. Ouais. Et c'est une tendance qui, qui continue, d'autant plus que maintenant il y a beaucoup de services, enfin, énormément de services qu'on utilise qui sont en train de migrer dans le cloud. Ouais. Et le cloud, au final, il faut voir ça comme, on va dire, des cœurs disponibles à la demande. Ouais. C'est-à-dire, selon le type de service et le nombre de requêtes qui arrivent à un certain moment, et ben, le cloud il va automatiquement provisionner un certain nombre de cœurs pour faire le calcul. Donc, il faut voir ça un peu comme un espèce d'énorme système multicœur dynamique qui Ouais. alloue des performances selon la demande. Ouais. Ouais. Sinon, j'avais aussi entendu dire qu'un des gros problèmes, c'était le fait que les microprocesseurs chauffent énormément et qu'ils les refroidir. Enfin, est-ce que tu peux en dire plus? C'est vrai, et c'est ça aussi qui a fait qu'on a arrêté d'augmenter la fréquence, parce que la dissipation d'énergie dans le microprocesseur, elle est directement liée à la fréquence. Donc plus on augmente la fréquence, plus la dissipation d'énergie est grande. Et à un moment, ben, il faut pouvoir, l'énergie, ça devient de la chaleur, il faut pouvoir extraire la chaleur du microprocesseur, sinon, premièrement, les performances du transistor se dégradent à haute température, et deuxièmement, à force, ça devient tellement chaud que ça pourrait fondre. Ouais. Enfin, la densité d'énergie, elle est tellement élevée que si on les refroidissait pas, je pense que quand on allumerait un processeur, il fondrait instantanément. Ouais. Donc, il y a besoin de le refroidir. Sauf que au final, tu peux améliorer le refroidissement le plus que tu peux, mais à un moment donné, tu es limité par la conductivité thermique des matériaux et les résistances thermiques aux interfaces, et tu arrives à une limite. Tu ne peux pas extraire plus de chaleur par unité de surface qu'une certaine valeur, et du coup, tu ne peux pas euh, à ton processeur de dissiper plus d'énergie que ça. Ouais. C'est pour ça qu'on a arrêté aussi d'augmenter la fréquence, parce qu'on ne pouvait plus le refroidir suffisamment. Ouais. Donc, au lieu d'augmenter la fréquence, comme je l'ai dit avant, on a fait multicœur. Ok. Ouais. Ouais, ça a du sens. Euh, et alors, un truc que j'ai entendu, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est souvent des circuits imprimés, du coup, c'est tout plat, et peut-être que si on faisait un truc avec en plus grande, enfin, on utilisait un peu plus la troisième dimension, quoi, on pourrait avoir des trucs plus puissants. C'est un peu, tu peux voir ça comme dans l'histoire du chef d'orchestre et des accélérateurs. Tu peux dire, la question c'est comment est-ce que tu les positionnes. Donc tu Ouais. pourrais, par exemple, si tu as je sais pas, un data center pour le cloud, tu as, si c'est, la place est importante, mais tu as quand même plus de place que dans un téléphone, donc tu peux te permettre d'avoir le processeur comme circuit intégré connecté sur une board, et à côté, physiquement, tu as d'autres circuits intégrés qui sont les autres accélérateurs, par Ouais. exemple. Et tu peux imaginer que si tu veux rendre le système plus efficace, donc en termes d'espace, de coût, de consommation d'énergie et de performance, avoir à côté, et donc il faut que tu sortes faut que tu sortes du package du premier circuit intégré, que tu ailles sur le board pour entrer dans le package des accélérateurs et ensuite aller au chip des accélérateurs. Donc tout ça, c'est de la perte d'énergie et de performance. Tu peux te dire, bah, je vais les empiler les uns sur les autres à l'intérieur d'un même package pour connecter par exemple la mémoire très très proche du processeur, ou pour connecter un accélérateur neuromorphique très très proche du processeur. Et du coup, Ouais. ça peut faire des choses qui prennent beaucoup moins de place, donc tu peux les mettre dans un téléphone, qui consomment beaucoup moins d'énergie, parce que comme la connecter
les circuits intégrés entre eux est très courte, du coup, ça consomme moins d'énergie pour faire passer l'information de l'un à l'autre. Donc c'est une voie claire d'amélioration. Ouais. Ouais, j'ai une autre Ça question. pose, Ouais. J'ai une question aussi. ça pose des challenges. J'ai une autre question aussi sur le coût énergétique. Qu'est-ce qui est enfin, où sont les plus grands coûts énergétiques d'un ordinateur aujourd'hui ou d'un téléphone? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour le réduire? Pour un téléphone, c'est l'écran. Ouais. Il me semble que la moitié vient de l'écran et une bonne partie vient aussi de la 5G ou 4G, enfin des Ouais. puces qui font la communication. Euh, Si tu regardes un- un data center, c'est peut-être un tiers les microprocesseurs, un tiers les accélérateurs et un tiers le stockage d'informations, Ok. quelque chose comme ça. Euh, et au final, que ce soit pour un téléphone ou pour un data center, la consommation d'énergie, c'est extrêmement important parce que pour un téléphone, c'est la durée de vie sur la batterie. Ouais. Je pense que tout le monde aimerait que la batterie dure plus longtemps. Ouais. Et dans un data center, c'est directement le coût du service parce que la facture d'électricité à la fin du mois, c'est une partie importante du coût du service Ouais. pour le cloud. Donc, c'est des choses qui sont toujours très critiques et qui doivent être optimisées. Donc tout ce qu'on a discuté avant, les accélérateurs, l'intégration 3D, etc., sont des choses qui améliorent l'efficacité énergétique et qui du coup vont améliorer les performances et réduire les coûts. Ouais. Ok, cool. Est-ce qu'il y a d'autres défis de la recherche en ce moment qu'on n'a pas encore mentionné? Je pense que si on parle purement du microprocesseur, je pense que la lithographie aujourd'hui est un peu revenue au goût du jour. Ouais. On est arrivé à un moment où les techniques de lithographie qu'on avait un peu mis de côté pendant quelques années parce que c'était suffisant, bah, c'est plus devenu suffisant. Donc en ce moment, il y a une grosse part de l'industrie et de la recherche qui est sur ce qui s'appelle la lithographie avec des UV extrêmes. Ok. Ça, c'est quelque chose c'est presque des rayons X quoi, qu'on utilise pour maintenant faire la lithographie. Et donc c'est un changement très fondamental dans la façon dont on fait la lithographie qui permet, pour donner un ordre de grandeur, on passe d'une longueur d'onde de 193 nanomètres pour dessiner les plans sur le silicium à une longueur d'onde à 13 nanomètres. Ouais. Donc de suite, c'est comme si on passait d'un marqueur pour dessiner à un pinceau très très fin, quoi. Ouais. Ça ouvre des nouvelles possibilités, mais c'est aussi très 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 difficile à faire. C'est des machines qui sont vraiment impressionnantes et je pense que ça rassemble physique, du vide, des plasmas, des lasers, énormément de choses, des matériaux. C'est des choses très très intéressantes d'un point de vue recherche. Euh, et après, si on parle d'un point de vue un peu plus architecture, système, donc on a parlé des accélérateurs d'intelligence artificielle, c'est un domaine très très intéressant. Et un autre qu'on n'a pas évoqué, mais qui va avec dans l'orchestre, c'est le moteur quantique. Ouais. Puisque c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément à IBM. Je crois que ça fait une semaine, quelque chose qu'on a annoncé notre ordinateur quantique avec 53 qubits qui est Ouais. disponible cloud, il me semble. Et ça, c'est encore un autre type d'accélérateur qui permet des problèmes qui étaient impossibles jusqu'à aujourd'hui, nos ordinateurs actuels, Ouais. deviennent possibles. Donc Ouais. ça va être une révolution dans l'informatique et c'est un grand challenge de recherche sur deux points de vue. Le premier, c'est l'ordinateur lui-même. On est un peu comme au retour dans les années 50, 60, quand on était au début du transistor du microprocesseur. Donc c'est une période très excitante. On peut définir une nouvelle ère industrielle de l'ordinateur quantique. C'est comment est-ce que l'ordinateur quantique va s'intégrer dans l'orchestre et comment est-ce qu'on va organiser le calcul entre les différents types d'accélérateurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement ouvert, puisque c'est quelque chose de nouveau, donc c'est ouvert à toute bonne idée. Ok. Ah, super. Très bien. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Je pense que je pense qu'on a bien couvert le sujet et j'espère que
ça a été intéressant pour toi et tes auditeurs. Et En tout cas, moi, je trouve ça vraiment génial. Bah, merci beaucoup. Au merci beaucoup. Au revoir. Bonne revoir. journée. Bonne journée. Bah, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Manuel. Est-ce que tu peux te présenter, Manuel? Oui, donc moi je suis un research staff member, donc voilà, partie du staff de IBM Research à Zurich et je travaille essentiellement sur ce qu'on appelle le neuromorphic computing. Euh, donc c'est essentiellement le but, c'est d'utiliser, de s'inspirer en fait de l'architecture du cerveau humain capable de créer des processeurs de calcul qui peuvent réaliser de façon efficace en énergie certaines tâches de machine learning. Ok. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus de ton parcours? Quand est-ce que tu as fini Ouais, t'as- le ouais. parcours est assez compliqué. Donc, ouais, j'ai commencé, j'ai fait mon bachelor à Montréal. Je suis canadien d'origine, donc j'ai commencé, j'ai fait mon bachelor à Polytechnique à Montréal pendant 3 ans. Après, je suis allé à Polytechnique Paris, à l'X, pour 2 ans. Donc, c'était dans un échange de double diplôme, en fait. Donc, Ouais. j'ai fait tout le cursus de Polytechnique Paris après mes 3 ans de bachelor à Montréal, en fait. Euh, donc voilà, et après Polytechnique, je suis allé à Zurich, en fait, à l'ETH pour le programme de master. Et après, voilà, j'ai fait ma thèse de master à IBM ici, et bon, ça fait là depuis environ ouais, presque ouais, 5 ans, même plus, je crois que je suis là maintenant. Donc, ouais, j'ai fait mon doctorat aussi à IBM et maintenant, je fais partie du staff permanent, en fait. Ok, d'accord. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait d'abord Polytechnique à Paris, puis après, je suis allé à Polytechnique à Montréal Ah ouais, pour ok, ma ouais, thèse. ouais, c'est ça. Donc, c'est ce que les étudiants français font, en fait. C'est un programme bilatéral. Ouais. Ouais, et donc en ce moment, donc, tu travailles sur l'architecture neuromorphique. Donc, comme tu as expliqué, donc c'est de faire comme le cerveau, avoir des neurones. C'est un peu de s'inspirer en fait du fonctionnement du cerveau humain. Bon, ce qu'il faut être bien clair, c'est qu'on n'essaie pas de reproduire un cerveau humain en tant que tel, en tant qu'hardware. Donc, c'est pas du tout ça l'idée. En fait, c'est vraiment de s'inspirer de différentes façons, en fait, de la manière à laquelle le cerveau humain traite l'information et introduire ce type de concept-là dans une architecture d'ordinateur, en fait. Ouais. Et du coup, enfin, c'est quoi les avantages par rapport à simuler ça? Parce que aujourd'hui, ces réseaux de neurones artificiels sont simulés sur l'ordinateur, souvent. Ouais, donc voilà, exactement. Donc aujourd'hui, les réseaux de neurones artificiels sont essentiellement simulés sur des cartes graphiques. En fait, c'est vraiment ça qu'on utilise en ce moment le plus. Il y a beaucoup de chips de puces qui sont maintenant fabriqués aussi pour l'Internet des objets, en fait, des puces qui vont fonctionner vraiment euh, en utilisant une puissance qui est très, très faible, de l'ordre du milliwatt ou même moins que ça euh, et qui sont dédiés à vraiment certaines tâches spécifiques, en fait. Ouais. Euh, mais bon, c'est la plateforme la plus générale, en fait, qu'on utilise en ce moment pour simuler les réseaux de neurones, c'est vraiment les cartes graphiques. Donc, euh, donc voilà, la carte graphique, en fait, c'est la même chose. Bon, c'est assez similaire, ça fonctionne de façon vraiment similaire à un processeur qu'on a, un processeur ordinaire dans nos ordinateurs. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un processeur multitâche. Donc, la carte graphique, elle va pouvoir faire n'importe quelle tâche et elle a ce qu'on appelle un General Purpose Processor. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose, un accélérateur, mais voilà, qui est essentiellement euh, fonctionner de façon optimale pour traiter beaucoup d'informations en parallèle. Ouais. Donc, c'est ça la différence avec les processeurs actuels dans nos ordinateurs, c'est que la carte graphique, elle a un très grand nombre de cœurs, en fait, qui vont être capables de processer énormément d'informations en parallèle. Après, voilà, c'est pas de cette façon-là nécessairement que le cerveau humain fonctionne. Le cerveau humain il va traiter l'information à travers des réseaux de neurones et de synapses, en fait, qui sont vraiment des composants biologiques, en fait. Ouais. Donc,
c'est pas du tout comme avoir un très grand nombre de cœurs, voilà, des milliers de cœurs qui vont traiter l'information en parallèle en utilisant une mémoire externe. En fait, c'est comme ça que la carte graphique fonctionne. Ouais. Donc, ce qu'on essaie d'améliorer, c'est vraiment l'efficacité énergétique, en fait. Étant donné que dans le cerveau humain, il n'y a pas de séparation entre le calcul et la mémoire, donc vraiment toute l'information est traitée à l'intérieur de réseaux de neurones qui sont connectés par les synapses. Il n'y a pas de séparation entre le calcul et la mémoire. Tout est vraiment connecté. C'est un peu ce qu'on essaie de faire, en fait, quand on parle de circuits neuromorphiques, en fait. Donc, c'est vraiment de ne pas avoir de processeur qui accède à une mémoire externe constamment. Et c'est ça, en fait, qui consomme le plus d'énergie dans les ordinateurs actuels. C'est vraiment, c'est pas nécessairement la capacité de calcul, mais c'est vraiment les accès à la mémoire. C'est ça qui consomme pratiquement 100 ou même 1000 fois plus d'énergie que les calculs qui sont faits à l'intérieur du processeur. Ouais, ouais. Donc, bah, je vais essayer de répéter, dis-moi si je me trompe, mais en Ouais. gros, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle l'architecture de von Neumann, c'est avoir des unités de calcul d'un côté et la mémoire qui est stockée d'un autre côté. Et vraiment, enfin, elles sont pas très éloignées, mais elles sont quand même un peu éloignées. Voilà. Et aujourd'hui, donc à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on est obligé de récupérer les informations de la mémoire jusqu'aux unités de calcul, faire le calcul, puis restocker ça en mémoire. Et en fait, c'est ce transfert qui est vraiment très coûteux énergétiquement et en temps. Exactement, c'est ça. Donc après, voilà, la, voilà l'approche la plus simple pour essayer de, d'améliorer l'efficacité énergétique, c'est vraiment de rendre, voilà, de rapprocher le plus possible les unités de calcul et de mémoire. Donc c'est ça qui fait essentiellement la carte graphique, par exemple, ou même les accélérateurs qu'on peut utiliser, par exemple, pour l'intérieur des objets. Donc vraiment des puces où vraiment la mémoire est très, très rapproche du processeur. Ouais. Donc voilà, mais par exemple, dans un ordinateur voilà, traditionnel, c'est à peu près ouais, 100 à 1000 fois plus d'énergie qu'on prend à simplement transférer les données de la mémoire des RAM jusqu'au processeur. En Ouais. Ouais. Donc là, potentiellement, si enfin, les architectures neuromorphiques arrivent à, enfin, sont vraiment utilisées et fonctionnent vraiment bien, on pourrait diviser le coût du calcul, en tout cas pour les IA à base de réseau de neurones, par 100 ou par 1000, c'est ça? fait. Oui, tout à fait. En fait, si on compare à un processeur d'ordinateur traditionnel, oui. Après, si on compare à un accélérateur qui est optimisé, par exemple, juste ce qu'ils appellent ASIC, donc c'est les Application Specific Integrated Circuits, où c'est vraiment un chip où, dans ce cas-là, les unités de mémoire et de calcul vont être très, très proches. Là, je dirais que c'est peut-être ouais, de l'ordre de 10 ou quelque chose comme ça en termes d'énergie. Mais ce ne sera pas nécessairement plus que ça. Mais par contre, si on compare à un processeur multitâche traditionnel, là, ça va être vraiment de l'ordre de 100 à 1000 fois plus efficace en énergie. Oui. Ouais. Ok. Et du coup, on en est où aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionne? Les... Bon, après, voilà, il n'y a pas nécessairement de produit, je dirais, encore sur le marché qu'on peut vraiment qualifier de neuromorphique, en fait. Donc, il y a des processeurs qui sont en ce moment dans les téléphones, en fait, par exemple, de Apple ou de Huawei. Ils ont des processeurs qu'ils appellent voilà, des plus spécialisés pour accélérer des tâches d'intelligence artificielle, par exemple le Face ID ou des choses comme ça. Donc, mais ça reste des processeurs traditionnels. C'est simplement que, en fait, ils ont optimisé les fonctions de ce processeur-là et le software également pour faire des tâches d'intelligence artificielle de façon plus efficace. Ouais. Mais voilà, par contre, les circuits neuromorphiques où on pourrait vraiment dire que on émule en fait d'une certaine façon les fonctions de neurones et synapses, c'est pas encore au stade de produit en fait fini, donc encore au stade de la recherche. La quantité énergétique de l'approche a été quand même démontrée par beaucoup de travaux, donc ça, il n'y a plus vraiment de doute là-dessus. Ouais. Mais par contre, intégrer ce type de concept en fait à l'intérieur d'un accélérateur qu'on pourrait attacher à un ordinateur traditionnel de la même façon qu'on veut avec une carte graphique et d'être capable de, voilà, de l'exploiter au maximum et d'avoir l'efficacité énergétique
qui résulte de ça, en fait. Et voilà, d'avoir tout le software stack qui va être capable de programmer ce chip-là et d'être capable de l'utiliser de façon optimale, là, on est encore loin. Ok, ok. Ben, c'est un peu les débuts de la recherche dans ce domaine. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on arrive à faire dans la recherche dans ce domaine? Oui, donc c'est ça. La plupart des démonstrations qui sont faites, en fait, ben, déjà, il y a différentes des circuits neuromorphiques, en fait. Donc, il y avait énormément d'approches. En fait, l'approche la plus simple, c'est l'approche qui a été suivie, par exemple, True North, qui est le chip d'IBM, qui a quand même eu beaucoup de publicité, en fait, qui implémentait, en fait, un réseau de neurones, ce qu'on appelle Spiking Neural Network. Je ne sais pas c'est quoi, comment on traduit en français, mais c'est essentiellement, mais voilà, c'est un chip entièrement digital. Donc, voilà, il y avait différents, différents cœurs, en fait, de neurones, en fait, de synapses. En fait, je crois que c'est 256 par 256 et ils sont, voilà, connectés à un autre, en fait. Euh, donc, avec ce type d'architecture-là qui utilise pas de nouvelles technologies, mais en fait qui utilise toujours la même technologie de transistor, mais qui est arrangée d'une certaine façon qui mimique un peu le fonctionnement du cerveau. Euh, voilà, c'est plus ce genre d'approche-là, en fait, qui a été vraiment démontré pour le moment. Donc, le chip d'Intel Loihi, c'est un peu de la même façon qu'il fonctionne aussi. Ok. Il y a des différences que je connais pas exactement, mais bon, voilà, le principe est le même. C'est on a une architecture qui est entièrement digitale, euh, avec les mêmes composants des ordinateurs traditionnels, donc des transistors et voilà, essentiellement des transistors, en fait. Et, mais on connecte ceux-ci de certaines façons que ça va reproduire un peu ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, je dirais. Ok. Donc ouais, ça, c'est les puces ont été construites après. Je crois pas qu'il existe encore d'accélérateur complet qu'on peut vraiment attacher à un ordinateur traditionnel et qui va être capable de vous intégrer complètement Ouais. au niveau du système, en fait. Ok. Et donc, Sinon, il y a d'autres approches comme celles qu'on utilise, ben, qu'on travaille ici à IBM, qui sont, voilà, moi je dirais qu'ils sont plus au niveau de la recherche, qui utilisent pas des technologies de transistors, ben, des nouvelles technologies en fait. Comme par exemple, nous, ce qu'on utilise, c'est la mémoire à changement de phase, qui est le même matériau qu'on utilise dans les DVD et les Blu-ray pour voilà, émuler les fonctions de synapses et de neurones et potentiellement avoir une meilleure densité et une consommation de puissance plus faible qu'en utilisant les transistors. Donc, ce type d'approche-là qui est vraiment qui est suivi par certaines compagnies, mais aussi beaucoup en les universités. Et ça, c'est vraiment surtout encore, je dirais, au niveau de la recherche. Donc, on a des démonstrations plus ou moins conceptuelles de faire voilà, une seule tâche qui peut être réalisée avec ce genre de système, mais voilà, c'est pas encore au niveau d'un produit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est encore au niveau de la recherche et on essaie de construire et voilà, pour avoir quelque chose qui est assez, qui est un peu plus général, en fait, qui réaliser une seule tâche spécifique, mais qui peut vraiment réaliser un grand spectre de tâches, en fait. ouais. Donc, Parce que alors, là, du coup, dans ces architectures, l'information, elle est stockée dans le poids des synapses ou ouais, c'est ouais, ça? en fait, mais voilà, il y a différentes façons de stocker l'information à l'intérieur d'un synapse. C'est un peu ce que je voulais dire, en fait. Donc, les architectures comme Loihi ou True North, ils utilisent la mémoire SRAM. Donc, là, c'est la même mémoire qu'ils utilisaient dans les caches de processeurs. Donc, voilà. Après, nous, ce qu'on essaie, en fait, c'est d'utiliser une mémoire analogique, qui est cette mémoire à changement de phase, en fait, pour stocker l'information à l'intérieur des et être capable aussi de traiter cette information-là sans avoir à utiliser la mémoire à changement de phase comme une mémoire ordinaire. Donc, simplement
appliquer un plus de tension, en fait, et on va être capable, comme ça, de propager, en fait, l'information à l'intérieur d'un réseau de mémoire à changement de phase. Je peux le dire comme ça. Donc, c'est beaucoup plus proche, en fait, de la façon avec laquelle le cerveau humain fonctionne que simplement de stocker des poids des synapses à l'intérieur de la mémoire SRAM, comme ce qui est fait le plus couramment, en fait. Ok. Et donc, tu peux expliquer un peu plus comment fonctionne la mémoire à changement de phase? Donc, c'est une mémoire en fait, c'est une mémoire programmable. Donc, donc, un matériau à changement de phase, c'est ça, comme je disais, c'est les mêmes matériaux qui sont utilisés dans les DVD ou les Blu-ray pour l'information. Donc, c'est un matériau de changement de phase, il peut changer entre une phase cristalline et une phase amorphe en appliquant différents puces de tension, en fait. Donc, et la phase amorphe a une résistance élevée et la phase cristalline a une résistance faible. Ok. De programmer la phase du matériau simplement en appliquant des puces de courant, en fait. Ok. Voilà, on peut le répéter plusieurs fois. Donc, on peut faire, disons, 10 puissance 9 cycles avant que la mémoire elle ne fonctionne plus, en fait. Donc, c'est beaucoup plus élevé, par exemple, que de la mémoire flash qu'on peut faire environ 10 puissance 5 ou 10 puissance 6 cycles avant que la mémoire ne fonctionne plus. Ok. Et, euh, et voilà, après, on est capable c'est comme ça, en fait, qu'on est capable d'encoder, en fait, les poids synaptiques à l'intérieur de ce type de mémoire en changeant la phase du matériau, en fait, en utilisant différents puces de courant. Ouais. Parce que c'est un continuum entre la phase cristalline et la phase amorphe. Ouais, c'est Donc, ça. Donc, essentiellement, c'est pas une mémoire binaire. Donc, c'est ça, en fait, qui est le plus intéressant pour construire des circuits neuromorphiques. C'est vraiment qu'on est capable d'encoder le poids synaptique de façon analogique en utilisant une seule mémoire. Euh, donc, la mémoire, c'est pas seulement un dispositif binaire qui va être capable d'encoder seulement un 0 ou un 1, mais on va pouvoir encoder tous les états intermédiaires également. Donc, voilà, je dirais avec ce qu'on a actuellement, chaque mémoire a une précision effective d'environ 4 bits. Donc, ce qui est quand même relativement suffisant en fait pour beaucoup de tâches de machine learning. Donc, les poids synaptiques, non, ils ne requièrent pas généralement une grande précision. Donc, par exemple, les architectures actuelles comme celles qui sont les plus avancées comme ou les nouvelles cartes graphiques low power de NVIDIA, ils utilisent 8 bits ou même 4 bits des fois de précision. ouais. Ouais. Est-ce que le taux d'erreur, lorsqu'on essaie d'ajuster la conductivité, est grand? Est-ce qu'il y a un grand taux d'erreur ou est-ce que... Oui, oui, ça, c'est clair qu'il y a énormément de défis à relever pour voilà, être capable de programmer le poids synaptique de façon précise. Euh, Donc oui, si on veut faire, par exemple, ce qu'on appelle online learning, donc ça veut dire que ce serait un processeur qu'on pourrait constamment adapter les poids synaptiques en fonction des données qu'il reçoit. Euh, donc là, on a besoin, on ne peut pas seulement le faire avec mémoire à changement de phase comme ça, en fait, parce que la précision d'adaptation du poids synaptique serait beaucoup trop faible, en fait. Donc on est amené à utiliser de combiner ça en fait avec des composants digitaux qui, eux, vont être capables de calculer de façon les nouveaux poids synaptiques et d'être capable de programmer les mémoires à changement de phase après de cette façon. Ok. Voilà, c'est un peu une architecture combinée en fait. C'est un peu de la façon qu'on le voit en fait. Donc, il va vraiment avoir des composants digitaux qui fonctionnent avec une précision élevée, qui vont être capables de faire les tâches, par exemple, d'adaptation de poids synaptique de façon précise et après de transférer cette information-là aux mémoires à changement de phase qui, eux, vont être capables euh, de représenter en fait les poids synaptiques de façon relativement imprécise pour des tâches d'inférence. Je sais pas, inference, je ne sais pas c'est quoi Ouais, en bon en français, mais voilà. Donc, pour ce genre, pour simplement propager les données en fait à l'intérieur du réseau, on n'a pas besoin d'énormément de précision en fait. ouais. Les mémoires changent en phase de cette façon-là et même avec tout le bruit et toute l'imprécision qu'il y a sur les poids synaptiques, ça va fonctionner. Mais pour adapter les poids synaptiques de façon continue, c'est là que voilà, la
précision des dispositifs actuels, en fait. Ok. Ouais. Ouais, donc, peut-être juste pour clarifier, du coup, en réseau de neurones, souvent, on utilise, enfin, il y a deux choses qu'on peut faire. La première, c'est du coup faire des prédictions. Enfin, on donne des données en Ouais, voyant des choses, voilà. ce que vous appelez la phase d'inférence. Et puis une autre phase qui est l'apprentissage, qui est améliorer le réseau de neurones. Exactement. Et ici, par contre, ce que tu dis, c'est que c'est un peu plus difficile avec les Et architectures. pour l'apprentissage, c'est vraiment une tâche qui, en fait, il y a certaines parties de la phase d'apprentissage qui requièrent vraiment beaucoup de précision, en fait, ou même jusqu'à 32 bits, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire toutes les tâches de l'apprentissage à l'intérieur de ces dispositifs à changement de phase qui sont vraiment euh, par construction imprécis, en fait, parce que c'est des dispositifs analogiques qu'on utilise. Donc on utilise la mémoire à changement de phase de manière analogique et pas de manière digitale. Donc par défaut, Ouais. ça va être, voilà. Et donc, tu penses même qu'à l'avenir, ça restera compliqué de faire ça En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, bon, de la façon qu'on le voit, c'est vraiment qu'il faut, il n'y a pas vraiment, ce qu'il faut faire en fait, c'est vraiment d'avoir une architecture qui combine l'analogique avec le digital. Donc, il y a certains groupes de recherche qui essaient de faire des architectures complètement analogiques, mais euh, voilà, personnellement, et bon, c'est un peu l'avis du groupe aussi, c'est que on ne sera pas capable de faire énormément de tâches avec ça, en fait. Et ce ne sera pas tellement, je peux pas en dire, mais c'est scalable. Donc, ça veut dire que voilà, on peut faire une puce entièrement analogique qui va être capable de faire une seule tâche, par exemple, voilà, entraîner un perceptron à reconnaître des numéros de 0 à 9, mais voilà, après, pour faire quelque chose de vraiment général qui va être capable de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes et de façon programmable aussi, parce qu'on ne veut pas avoir une architecture qui peut faire seulement une seule tâche, mais un spectre de tâches assez large. On n'a pas vraiment en fait d'avoir aussi un processeur digital qui va être un peu capable de faire tout ce que les mémoires à changement de phase ne peuvent pas faire. ouais. Ok, donc, donc l'idée, c'est vraiment de combiner des trucs qui sont plus, enfin, plus robustes, Ouais, ouais, ouais. plus, avec moins de taux Avec des d'erreur. composants analogiques qui sont utilisés seulement pour certaines tâches qui ont été démontrées, qui peuvent être faites en fait sur les dispositifs analogiques. Et on n'a pas donc voilà, c'est un peu l'approche qu'on suit en fait. Et sur la phase donc d'inférence, donc la phase de prédiction, là, tu penses que ça pourra rentrer dans le marché bientôt ou comment tu vois le futur? Bientôt, mais après, bon, c'est là-dessus qu'on travaille aussi. Et d'ailleurs, c'est aussi là-dessus que beaucoup de compagnies travaillent et d'universités. Donc, ouais, la phase de référence, parce que justement, elle ne requiert pas nécessairement énormément de précision. Euh, bon, il y a des puces qui ont été réalisées qui ont démontré qu'on peut faire de l'inférence avec ce type de dispositif analogique. Mais voilà, après avoir une puce qui est configurée pour implémenter différents réseaux de neurones, c'est là que en fait les défis se posent parce que euh, voilà, il faut essentiellement avoir un certain nombre de cœurs, en fait, qui ont, chaque cœur a un certain nombre de mémoires à changement de phase. Il faut être capable de communiquer euh, l'erreur de ces différents cœurs de façon optimale, en fait. Et pour être capable d'implémenter différentes topologies de réseaux de neurones, donc, par exemple, un convolutional neural network ou les réseaux récurrents, en fait. Donc c'est là, en fait, que ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. On est capable de faire une puce qui va être capable d'implémenter un réseau spécifique et d'être capable de fonctionner comme il faut, mais avoir quelque chose d'assez général qui va être capable d'implémenter différents types de topologies. En fait, c'est là que ça devient beaucoup plus difficile, en fait. Donc ça, d'après ce que je sais, en fait, ça n'a pas vraiment encore été montré, mais c'est là-dessus qu'on travaille, justement.
on est capable de vraiment montrer une architecture qui est basée sur ce type de mémoire à changement de phase et qui est capable de supporter vraiment un grand nombre de réseaux de neurones, là, je pense que ouais, ça pourrait éventuellement être quelque chose qui pourrait être intéressant pour aller sur le marché, mais ça va encore prendre quelques années, je crois. Ok. Quels sont un peu les grands défis de la recherche en ce moment? Ouais, donc c'est un peu ce que je disais en fait. C'est que c'est vraiment en fait c'est l'intégration système d'après moi. C'est que c'est vraiment être capable d'avoir un accélérateur neuromorphique qui est programmable en fait et qu'on va être capable de voilà d'intégrer de la même façon qu'on le fait avec une carte graphique à l'intérieur d'un ordinateur traditionnel et qui va être capable d'utiliser l'accélérateur de façon optimale pour avoir des gains de façon énergétique, en fait. Donc, pour le moment, il y a seulement des puces qui ont été, qui ont été réalisées, euh, qui sont capables de faire certaines tâches. L'intégration au système qui va avec, le software stack et tout, c'est là que, voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ok. Euh, Au niveau de, je sais pas, il y a encore pas mal de recherches sur, est-ce qu'il y a de la recherche sur les meilleurs matériaux à utiliser ou... Oui, bien sûr, Ok. ça aussi. C'est clair que ouais, pour les dispositifs analogiques, c'est sûr qu'il y a énormément aussi de recherche au niveau voilà, pour trouver les matériaux optimaux et tout. Et après, le plus grand défi, c'est encore l'intégration. Donc, comme je disais, c'est pas vraiment faisable d'avoir un accélérateur qui va seulement être conçu pour des composants analogiques. Il faut l'intégrer avec des composants digitaux, ce qui veut dire qu'il faut aller dans une fab CMOS qui va être capable de faire tous les circuits digitaux qui vont avec. Donc, voilà, et c'est pas tous les matériaux qui peuvent être intégrés à l'intérieur d'une app CMOS. Donc voilà, ça, tous les défis d'intégration et tout qui sont vraiment assez énormes en fait. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui doit être travaillé. Donc c'est bien de trouver des nouveaux matériaux qui vont être capables de euh, avoir plus de précision et tout, mais après, il faut être capable d'intégrer ces matériaux-là à l'intérieur d'un chip CMOS avec des composants digitaux qui n'est pas nécessairement très évident, en fait. La plupart du Ouais. temps. Ouais. Et tu penses que les premières utilisations du neuromorphique seront plus plutôt du côté des data centers ou plutôt des clients, des... Ça, c'est dur à dire, mais ouais, je dirais que c'est surtout pour. Ouais, c'est sûr que les applications au niveau de, par exemple, d'Internet des objets, c'est ce qui est le plus attractif parce que, bon, le, on n'a pas nécessairement besoin voilà, d'être en fait, très précis, mais ce qui compte le plus, en fait, c'est vraiment l'efficacité énergétique. Donc, et pour l'Internet des objets, habituellement, on a quand même des puces qui sont restreintes à un certain nombre de tâches spécifiques, en fait. Ce Ouais. qui est plus facile euh, voilà, si on voit, en fait, euh, je peux dire, étant donné qu'il y a énormément de défis, en fait, pour être capable de réaliser une architecture qui est programmable, qui va être capable de faire un nombre énorme de tâches, c'est plus facile, évidemment, de construire une puce qui est restreinte à un certain nombre de tâches spécifiques et qui serait simplement efficace en énergie pour ces tâches-là. Donc oui. Pour les data centers, par exemple, là, ça prendrait vraiment quelque chose qui peut faire essentiellement bon, pas tout ce qu'une carte graphique peut faire, presque, je dirais. Donc, vraiment, Ouais. quelque chose qui peut accélérer un énorme nombre de tâches qui sont toutes reliées au machine learning, mais voilà, ça prend quelque chose de vraiment très programmable et qui va être capable d'avoir des gains en énergie qui sont beaucoup plus importants, en fait, qu'une carte graphique qui n'est vraiment pas de données, en fait. Euh, donc, ouais, c'est probablement, ouais, c'est surtout, ça va être quelque chose qui va être plus relié sûrement à l'Internet des objets, qui serait plus facile à faire pour le moment, je dirais. Ok. Cool. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé, tu penses qu'il faudrait... Euh, je-
Non, non, c'est ça. Je crois qu'on a pas mal touché à tous les points que j'avais notés. Donc, si vous avez d'autres questions, Ok, bah non, je pense qu'on peut. ouais, ouais, moi je pense que j'ai couvert à peu près tout ce que j'avais noté. Donc, Ok, ouais, bah super. Bah, en tout cas, merci beaucoup. C'est de rien. très intéressant. Ok. J'accueille Daniel Eger, c'est bien comme ça qu'on prononce. Ouais, Donc, qui est chercheur donc, à IBM Zurich et qui travaille notamment sur les questions d'informatique quantique. Euh, bonjour, est-ce que tu pourrais commencer par rapidement te présenter un peu ton parcours? ouais, d'accord. Donc, je m'appelle Daniel Egger. J'ai fait mon bachelor et mon master à l'EPFL et j'ai fait un doctorat en Allemagne sur le sujet du contrôle quantique, c'est-à-dire comment contrôler des qubits supraconducteurs. J'ai ensuite travaillé un petit peu dans le domaine de la finance et depuis 3 ans maintenant, je suis chez IBM en tant que chercheur et je travaille là sur les applications du calcul quantique et également sur comment construire des ordinateurs quantiques, notamment sur l'aspect du contrôle des systèmes quantiques. Ok, d'accord. Pour commencer, pour ceux qui connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais présenter ce qu'est un ordinateur quantique? D'accord, ouais. Donc un ordinateur quantique, c'est une machine de calcul où l'on traite l'information en utilisant les règles de la mécanique quantique. Donc en fait, quand on regarde un peu autour de nous, euh, on voit que la nature, en quelque sorte, elle suit les lois de la mécanique classique. Mais quand on regarde de plus près, notamment au niveau atomique, on se rend compte qu'il y a des phénomènes un peu différents, peut-être un peu plus contre-intuitifs, et ces phénomènes sont justement régis par les lois de la mécanique quantique, et c'est en utilisant ces lois de la mécanique quantique qu'on cherche à traiter l'information dans un ordinateur quantique. Ok. Et donc, comment fonctionne en gros un calcul quantique, on va dire? Ouais. Il y a plusieurs étapes dans un calcul quantique. On utilise essentiellement trois ressources. La superposition, l'intrication et l'interférence. Et je vais maintenant détailler un peu chacune de ces ressources. Donc si on veut traiter l'information en utilisant les lois de la mécanique quantique, il nous faut stocker cette information dans un système quantique. Et pour cela, on utilise un quantum bit, qu'on appelle donc un qubit, c'est plus court. Et c'est un système qui a en effet deux niveaux, un 0 et un 1, un peu comme les bits conventionnels, les bits classiques. Et dans les qubits, une des grandes différences, c'est comme c'est un système quantique, on peut le mettre dans une superposition d'états. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois l'état 0 et 1. On peut par exemple avoir un état où on a 50% de probabilité de mesurer 0 et 50% de probabilité de mesurer 1. Maintenant, si j'ai, supposons, 2 qubits, j'aurai 4 états que je peux potentiellement représenter à l'intérieur de mon ordinateur en même temps. Maintenant, étant donné qu'on est en train de traiter l'information en utilisant les règles de la mécanique quantique, on peut aussi utiliser l'intrication. C'est une ressource quantique en quelque sorte qui nous permet d'introduire des corrélations entre les différents bits quantiques. Et ça, c'est justement le genre de spooky action at a distance dont parlait Einstein. Maintenant, la dernière étape, en quelque sorte, dans la plus grande majorité des calculs quantiques, c'est l'étape d'interférence. Et pour comprendre pourquoi on a besoin d'interférer les différents états, il faut retourner un peu aux fondamentaux de la physique quantique. C'est-à-dire que quand j'ai un système physique que je prépare dans une superposition d'états et que je mesure ce système, cette superposition d'états que j'ai va se retrouver à un seul état. On va avoir en quelque sorte ce qu'on appelle un collapse de la fonction d'onde. Ce qui veut dire que quand on arrive à la fin d'un calcul dans un ordinateur quantique, il faut interférer la probabilité des différents états pour que l'état qui a la plus grande probabilité d'être mesuré soit celui qui correspond à la solution de notre problème. Ouais. Ouais. Peut-être un truc à dire aussi, c'est que lorsqu'on fait une intrication de beaucoup de qubits, on a vraiment beaucoup d'états possibles, du coup d'états quantiques. Exactement. Donc,
En fait, à chaque fois que je rajoute un qubit dans mon ordinateur quantique, je double le nombre d'états que je peux représenter simultanément. Donc avec 2 qubits, j'ai 4 états possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et maintenant, si je passe à 3 qubits, j'ai 8 états que je peux représenter de manière simultanée. Et donc, à chaque fois que je rajoute un qubit, je double le nombre d'états. Et ça veut dire que lorsqu'on arrive à 50 qubits, en fait, on a déjà énormément d'états possibles. Et si on a 1000 qubits, là, on a plus d'états que de particules dans l'univers. Exactement. En fait, il suffit d'avoir à peu près 275 qubits pour avoir une combinaison d'états qui correspond à un nombre qui soit plus grand que le nombre d'atomes qui existent dans l'univers observable. Donc c'est vraiment énorme en fait. Ouais, c'est vraiment énorme. Et du coup, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur quantique? Donc il y a certains calculs en fait que l'on pourrait effectuer avec un ordinateur quantique qu'on ne peut pas effectuer avec un ordinateur classique, comme par exemple la factorisation. On sait que la factorisation, c'est un problème difficile pour les ordinateurs classiques, mais c'est quelque chose qu'on pourrait effectuer avec un ordinateur quantique. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres applications d'un ordinateur quantique, comme par exemple simuler des systèmes physiques. On sait que la nature qui nous entoure, elle est au plus profond de soi-même quantique, et donc ça fait sens en fait de simuler la nature avec un ordinateur quantique. Et ça nous permettrait par exemple de simuler les niveaux d'énergie dans une molécule ou des réactions chimiques. Mais pas seulement. Avec un ordinateur quantique, on peut aussi s'attaquer à certains problèmes d'optimisation qui sont difficiles pour les ordinateurs classiques. Et on peut également faire certaines tâches de simulation qui pourraient être utilisées pour calculer, on va dire, des métriques du risque. Donc ça a des applications dans le domaine financier, comme par exemple essayer de déterminer le risque dans un portefeuille d'investissement. Ouais. Notamment un des algorithmes assez impressionnants, c'est l'algorithme de Groover, qui permet du coup de faire une exploration, de faire une optimisation beaucoup plus rapide, qui est quadratiquement plus rapide que Exactement. l'algorithme classique. Exactement. Et donc, par exemple, dans ces applications pour le risque financier, on se base essentiellement sur cet algorithme pour avoir ce speed-up quadratique par rapport aux simulations conventionnelles. Donc, le speed-up quadratique, donc, un ordre d'idée, c'est si on a un truc qui prend 1 milliard, 2 milliards d'étapes de calcul avec un ordinateur classique, ça serait vraiment beaucoup et pas faisable. Avec un ordinateur quantique, on pourrait faire ça en 1 milliard d'étapes de calcul seulement, ce qui pourrait être peut-être faisable si l'ordinateur quantique devient assez puissant. Exactement. Et donc, comment va se passer le futur? Est-ce qu'on aura chacun un ordinateur quantique chez soi? Ouais, alors, a priori, j'aurais tendance à dire non, tout simplement parce que les ordinateurs quantiques, ils vont pas remplacer les ordinateurs classiques, conventionnels. Au contraire, ils vont servir à effectuer certaines tâches que les ordinateurs classiques ne peuvent pas. Ils vont être utilisés pour accélérer certaines tâches. Maintenant, quand on regarde les applications en fait, des ordinateurs quantiques, c'est typiquement des problèmes que l'on rencontre dans un milieu, on va dire, professionnel ou industriel. Donc, déjà de ce point de vue-là, il n'y aura pas un grand avantage à avoir un ordinateur quantique chez soi, on va dire. Oui. Et de plus, un autre aspect, c'est que ce sont des machines qui sont très volumineux et coûteux. On sait que les systèmes quantiques sont très fragiles, sont facilement perturbés par l'environnement. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on considère la technologie que IBM explore, il faut tout un système de refroidissement et un système pour isoler, en fait, nos bits quantiques de l'environnement. Et cela rend, en fait, la chose très peu pratique si on voudrait avoir ça chez nous. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on peut accéder à des ordinateurs quantiques à travers le cloud. C'est donc un service que IBM a mis à disposition du grand public. C'est assez amusant parce que en fait, on fait les calculs sur quelques particules seulement, donc c'est tout petit, mais il faut tout un système autour pour notamment refroidir. Exactement. Quand on regarde en fait la taille des chips, si on veut, avec les qubits dessus, ces chips eux-mêmes ne sont pas très très grands. Ils sont de l'ordre peut-être à quelques centimètres de taille. Mais en fait, tout le système qui va autour, le système de refroidissement est vraiment très, très large.
Ouais. Et du coup, donc, est-ce que les ordinateurs quantiques, ça existe déjà ou est-ce que c'est encore de la science-fiction? Ouais, ça, ça dépend. D'une certaine manière, on pourrait dire que ça existe déjà, en fait. Donc, justement, à partir de 2016, IBM a mis à disposition des ordinateurs quantiques avec 5 qubits initialement. Et puis maintenant, on est à 16. Et pour les partenaires du réseau d'IBM-Q, on a 20 et 53 qubits. Et ici, il faut en fait comprendre que ce sont des systèmes qui sont suffisamment petits pour qu'un ordinateur classique puisse les simuler de manière efficace. Ouais. Donc, ces processeurs qui sont en ligne, ces processeurs quantiques, ils ont tout en quelque sorte d'un ordinateur quantique, sauf qu'ils ne sont pas encore assez grands pour pouvoir effectuer une tâche qu'un ordinateur classique ne pourrait pas effectuer. Ouais. Et donc là, n'importe qui peut accéder, utiliser l'ordinateur quantique d'IBM. Exactement. Donc, il suffit d'aller sur la page web du IBM Quantum Experience. On peut se faire un compte. Et là, on a accès gratuitement à un processeur avec 5 et 16 qubits. Et on a aussi accès à différents tutoriels. Ouais. Et en fait, on a aussi un réseau de partenaires industriels. Et eux, ils ont accès à des processeurs qui ont 20 qubits. Et puis, on va bientôt avoir 53 qubits aussi. Ouais. Donc il faudra arriver à combien de qubits pour que ça soit utile en pratique, qu'il y ait une application? Ouais. Alors, ça, c'est un peu difficile à dire. Ce qu'on va peut-être. Le point sur lequel il faut se concentrer, en quelque sorte, c'est quelle est la performance d'un ordinateur quantique. Et on mesure ça en utilisant le volume quantique. Donc, le volume quantique, c'est une mesure qui prend en compte le nombre de qubits, mais également d'autres aspects de l'ordinateur quantique, comme par exemple la connectivité entre les différents qubits. Plus on a de connectivité, plus le volume quantique en principe sera élevé, pour autant que les erreurs de nos portes logiques restent petites. Parce que ça, c'est encore un aspect qu'il faut prendre en compte. À chaque fois qu'on manipule l'information quantique, qui est stockée dans nos bits quantiques, on commet une petite erreur. Et il faut que cette erreur soit la plus petite possible. Et puis plus l'erreur est petite, plus le volume quantique est grand. Maintenant, si on a un certain volume quantique, c'est encore pas clair quel type de problème on peut résoudre avec tel ou tel volume quantique. Le lien entre les deux est encore un sujet de recherche, on va dire. Ouais. Ouais. Et donc, quand tu parlais de la connectivité, c'est l'intrication entre les particules ou... Alors, c'est effectivement comment les qubits sont connectés entre eux. Donc, si on prend, on va dire, 3 qubits, il pourrait être, enfin, chaque qubit dans notre triangle pourrait être connecté à un autre qubit, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la all-to-all connectivity. Maintenant, en fait, ces 3 qubits pourraient très bien être représentés dans une ligne. C'est-à-dire que les qubits aux extrémités, ils sont juste connectés au qubit du milieu, mais pas à l'autre qubit de l'extrémité. Okay. Donc, quand on a ce genre de connectivité, en fait, il faut commencer à faire des opérations supplémentaires pour pouvoir, par exemple, intriquer des qubits. Si on prend la chaîne de 3 qubits et que j'ai envie de faire une opération entre les 2 qubits qui sont aux extrémités de la chaîne, il faut d'abord que j'échange un des qubits à l'extrémité avec le qubit du milieu. Ok. Mais du coup, enfin, on peut toujours faire tous les calculs quantiques avec si on a des qubits alignés. Alors, on pourrait, c'est juste qu'il faut faire beaucoup d'opérations d'échange. Ok. Ok. Mais du coup, les algorithmes efficaces sur une machine quantique dont les qubits sont alignés sont pas forcément les mêmes que si les qubits sont tous. C'est ça? Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va dire, un algorithme, puis on va regarder les portes logiques qu'on doit faire entre les différents qubits. Et puis si tout à coup, il y a 2 qubits entre lesquels on doit faire une opération, et s'ils ne sont pas connectés, on va donc ensuite introduire 2-3 opérations pour échanger des qubits pour que on puisse faire l'algorithme. D'accord. Ok. Ouais. Et donc le volume quantique aussi, donc il dépend beaucoup de. Je pense que tu n'avais pas fini tes explications sur le volume quantique. Je t'ai coupé, je crois. Ouais, donc le volume quantique, il dépend de nombreuses choses. Il dépend des erreurs des portes logiques, la connectivité entre les qubits, le nombre de qubits qu'on a.
et aussi le temps de cohérence des qubits. Donc, le temps de cohérence, pour expliquer ce que c'est plus ou moins la durée pendant laquelle je peux stocker de l'information dans mes qubits. Ouais. Si par exemple je prépare un état quantique, je vais seulement pouvoir garder cette information dans les qubits pendant le temps de cohérence. Au-delà de cette durée, il y aura des perturbations environnementales qui vont affecter cette information qui fait que je n'y aurai plus accès. Ouais. Donc aujourd'hui, le temps de cohérence, c'est combien? Ça dépend un peu des systèmes quantiques. Et pour les qubits supraconducteurs, par exemple, on est en train de regarder de l'ordre de centaines de microsecondes, on va dire. Ok. Du coup, on a le temps de faire combien d'opérations? Ouais, alors une porte logique, en fait, chez les qubits supraconducteurs, dure, on va dire, entre une dizaine et puis quelques centaines de nanosecondes. Ok. Donc ça fait 1000 opérations, quelque chose comme ça. À peu près, ouais, à peu près. Ok. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Et ça progresse comment? Donc justement, il y a beaucoup de recherches en fait qui est en train de se faire pour améliorer les temps de cohérence. Et pour faire ça, il faut un peu, comment dire, travailler sur la fabrication des processeurs et également sur leur isolement de l'environnement. Ok. Et du coup, j'imagine, parmi les défis en ordinateur quantique. Ouais. Maintenant, quand on regarde un peu l'histoire du domaine, les premiers qubits supraconducteurs qu'on a conçus il y a maintenant bien plus de 10 ans en arrière avaient des temps de cohérence de l'ordre d'une nanoseconde. Donc il faut se rendre compte qu'il y a pas mal de progrès qui a été effectué entre les premiers bits quantiques et puis ceux qu'on a maintenant. Ouais. Il y a eu cette annonce récemment comme quoi passer la suprématie quantique. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la suprématie quantique Alors, en fait, à IBM, on ne se concentre pas vraiment sur la suprématie quantique. Nous, on se concentre plutôt sur le volume quantique. Et notre objectif, c'est a priori de doubler le volume quantique chaque année à peu près. Ok. Et la suprématie quantique, tu peux expliquer ce que c'est? Alors, l'idée dans leur recherche, c'est de démontrer qu'un ordinateur quantique est capable de faire une tâche qu'un ordinateur classique ne peut pas. Ok. Égal ou non si cette tâche est utile, on va dire. Ok, d'accord. Ok. Et donc, vous doublez le volume quantique, ou tu vois, vous essayez de doubler le volume quantique tous les ans. Pour l'instant, vous êtes sur ce rythme, c'est ça? Pardon? Pour l'instant, vous arrivez chaque année à doubler le volume quantique? Effectivement, alors ces dernières années, on a réussi, oui. Et justement, donc pour doubler le volume quantique, il faut non seulement augmenter le nombre de qubits, mais également diminuer les erreurs des portes logiques. Ok. Donc c'est vraiment un travail de physicien enfin, quels sont... Ouais, c'est un travail de physicien, mais aussi d'ingénieur. En quelque sorte, le domaine de l'information quantique, c'est un domaine qui regroupe beaucoup d'expertise dans des domaines différents. Donc, il faut s'y connaître en physique, il faut s'y connaître en programmatique, mais aussi en ingénierie. Par exemple, il faut beaucoup d'ingénierie électrique pour comprendre un peu comment les signaux de contrôle sont produits. Ouais. Ouais. Euh, et, et donc tu penses que le progrès va vous arriver, enfin vous allez continuer le volume, enfin comment tu vois le futur des ordinateurs quantiques? Ouais, alors le but ultime en quelque sorte des ordinateurs quantiques, du domaine de recherche des ordinateurs quantiques, c'est de construire ce qu'on appelle un ordinateur quantique universel qui est tolérant aux erreurs. Donc ça c'est un but à très long terme et dans le court terme justement, on voit plutôt qu'on va essayer d'aller vers cet objectif en doublant le volume quantique. Et pour cela, donc il faudra effectivement augmenter le nombre de qubits et puis diminuer l'erreur des portes logiques. Ok. J'ai vu passer, alors je connais pas très bien le domaine, mais j'ai vu passer quelques articles aussi sur des algorithmes de correction de code quantique. Mm-hmm. Ouais. Donc, du coup, enfin, c'est prometteur, ça sert à quoi? Ok, alors en fait, l'idée,
c'est d'introduire une certaine redondance dans les calculs. Il y a un mécanisme aussi de correction. Maintenant, peut-être que la première chose qui nous viendrait à l'esprit, c'est d'encoder un bit logique en plusieurs bits physiques, c'est-à-dire que par exemple, si je prends 3 bits quantiques physiques, je pourrais dire que le 0 logique, c'est l'état 0, 0, 0, et que l'état 1 logique, c'est l'état 1, 1, 1. Maintenant, si un seul des qubits subit une erreur et que son état change, par exemple de 0 en 1, je peux ensuite regarder quelle est la majorité de l'état des qubits dans ces 3 qubits. C'est-à-dire que si j'ai un état 0, 1, 0, je vais considérer ça comme un 0 logique. Et là, j'ai déjà introduit une certaine forme de redondance dans le calcul. Okay. Maintenant, les codes de correction tels que les surface codes vont justement utiliser des principes similaires et encoder l'information quantique, les bits logiques, dans beaucoup de bits différents, dans beaucoup de qubits différents. Ok, cool. Est-ce que tu pourrais parler aussi un peu plus de la technologie que vous utilisez à IBM? C'est quoi sont encodés les qubits? Ouais. Donc chez IBM, on utilise ce qu'on appelle les qubits supraconducteurs. Ce sont en fait des petits circuits électriques. Au plus profond, c'est en fait fait d'une capacité en parallèle avec une jonction de Josephson. Et une jonction de Josephson, ce n'est rien d'autre qu'une inductance non linéaire. Et en fait, ce système fait d'une capacité et d'une jonction de Josephson forme un petit circuit électrique résonant. Et la non-linéarité, elle est là pour que l'on puisse adresser chaque transition avec des pulses de contrôle. Et on va former notre bit quantique avec les 2 niveaux d'énergie les plus bas de ce système résonant. Ok. D'accord, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Les niveaux d'énergie, c'est les niveaux d'énergie. C'est les niveaux d'énergie de quoi exactement? Ça peut correspondre à différents états de charge ou différents états de courant. D'accord. Ça dépend un peu de l'architecture du qubit supraconducteur. Ok. Et du coup, comment vous faites une observation, enfin une mesure du système? Alors, avec la technologie que nous on couple nos qubits avec des résonateurs. Donc un résonateur, ce n'est rien d'autre qu'un câble coaxial qu'on a plus ou moins coupé selon la tranche. Donc c'est un petit système résonant qui a une fréquence de résonance. Et puis parce que ce système est couplé avec le qubit, sa fréquence de résonance va dépendre de l'état du qubit. Et ça veut dire que pour faire une mesure, je peux envoyer un signal électrique sur ce résonateur et analyser le signal qui est retourné, le signal réflecté. Et en fonction de certaines propriétés de ce signal, je vais pouvoir donc déterminer quel était l'état du qubit. Parce que la fréquence de résonance de ce résonateur dépend de l'état du qubit. Ok, d'accord. Je vois peut-être à peu près. Et comment vous faites une porte logique? Ça ressemble à quoi une porte logique? Ok. Donc, pour faire une porte logique, ce qu'il nous faut faire, c'est envoyer un pulse de contrôle sur le qubit. Et typiquement, si on va prendre, on va dire, une porte logique qui inverse l'état du qubit, on va envoyer un signal qui correspond à un signal électronique qui a une fréquence de l'ordre de, on va dire, à peu près 4 à 7 GHz. Et ce signal contient suffisamment d'énergie pour inverser l'état du qubit. Donc, en fait, on a toute une technologie de génération de signaux aux alentours de l'ordre des quelques gigahertz pour contrôler nos bits quantiques. Et cette technologie, en fait, elle est plus ou moins déjà disponible parce qu'il y en a toute une industrie de télécom qui utilise justement ce genre de signaux. D'accord. Ok. Et du coup, ça ressemble à quoi la
quotidien, enfin, genre ton boulot, tu vas tester des nouvelles architectures, tu vas tester, qu'est-ce que tu vas faire Exactement. Donc, par exemple, dans certains des projets que j'ai eus, ce qu'on était intéressé à faire, c'était regarder quel genre de signaux est-ce qu'il faut appliquer à différentes architectures pour créer différents types de portes logiques. Ok, cool. Et du coup, t'aimes bien ce genre de boulot? Est-ce qu'il y a des parties que t'aimes vraiment bien dans ce boulot? C'est un travail qui est en fait très très fascinant. Je trouve que simplement de pouvoir isoler et contrôler un système quantique est est quelque chose de très impressionnant et c'est très fascinant en fait de pouvoir faire ça et puis de rechercher ça au jour le jour. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux donc tu as dit en début d'interview que il y avait un problème en particulier qui est assez connu sur lequel les ordinateurs quantiques seront meilleurs que les ordinateurs classiques s'ils ont beaucoup plus de volume quantique, qui est le problème de la factorisation et qui est lié à des problèmes de cryptographie classique. Est-ce que tu peux un peu plus décrire ce problème et la cryptographie? Oui. Alors, en fait, on sait que certaines formes de cryptographie asymétrique sont vulnérables aux attaques des ordinateurs quantiques. Maintenant, on ne voit pas encore la cryptographie comme étant l'application, on va dire, pour les ordinateurs quantiques. On se concentre plutôt justement sur la simulation de systèmes physiques et puis les applications dans le domaine du machine learning et de la finance. Maintenant, pour en revenir au thème de la cryptographie, on n'a pas besoin d'un ordinateur quantique pour ne pas être vulnérable aux attaques des ordinateurs quantiques. On a en fait un processus de standardisation qui a lieu en ce moment, qui est mené par le National Institute of Science and Technology. Et en fait, on peut utiliser certains algorithmes classiques qui seront donc robustes aux ordinateurs quantiques. Ouais. Donc, il y a tout un problème, j'ai entendu parler d'une compétition en fait sur plusieurs algorithmes de cryptographie classique. Ils sont en train de faire une compétition pour essayer de voir lequel est le meilleur. Exactement. Et on a aussi ici au labo, à IBM, des gens qui travaillent sur ce genre de problème. D'accord. D'accord. Tu as parlé aussi de machine learning quantique, du coup. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ça? Oui, d'accord. Donc, l'application que j'ai en tête, c'est la classification. Et plus spécifiquement, quand on regarde en fait le machine learning classique, on a ce qu'on appelle un support vector machine. C'est un outil qui nous permet de classifier des données, comme par exemple, on va dire des clients qui auraient acheté un certain produit et des clients qui n'auraient pas acheté ce produit. Et on essaye de classifier en fonction peut-être de leurs caractéristiques les clients ces deux groupes. Maintenant, des fois, les données ne sont pas séparables. Comme par exemple, si on regarde des points sur une ligne, si les points au milieu sont d'une certaine catégorie et puis ceux aux extrémités sont d'une autre catégorie, c'est pas facile de tracer une ligne ici pour séparer ces deux catégories. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, et ça c'est toujours dans le milieu classique, on peut introduire des nouvelles caractéristiques, comme par exemple prendre le carré de la position du point sur la ligne. Puis ça, après, ça nous dessine une parabole. Et en utilisant cette parabole, on peut ensuite séparer les points du milieu des points qui sont aux extrémités. Maintenant, si on a un ordinateur quantique à notre disposition, on peut utiliser ce qu'on appelle un quantum feature map, c'est-à-dire qu'on va introduire des nouvelles caractéristiques en utilisant un processus quantique. Et typiquement, ces processus, ils ne sont pas calculables de manière efficace sur un ordinateur classique. Et puis donc, ça va nous permettre peut-être de détecter certaines corrélations dans les données auxquelles on n'aurait pas accès autrement. Et il faut comprendre que dans cette application, le bénéfice, ce serait par exemple de réduire l'erreur de classification qu'on effectue. Par contre, on n'a aucune garantie qu'on va justement atteindre cet objectif. Il faut en fait essayer puis voir si ça va réussir.
Ok. Et du coup, là, l'aspect quantique a lieu à la fois à l'apprentissage et aux prédictions ou juste à l'apprentissage? Donc en fait, on va faire tout le processus en quelque sorte dans l'ordinateur quantique. On va faire l'apprentissage en utilisant un circuit quantique et ensuite on va utiliser ce circuit quantique pour classifier les données. Ok, ok. Euh, d'accord. Est-ce qu'il y aura des façons, parce que du coup, il faut quand même un ordinateur quantique pour faire les prédictions. Euh, Effectivement. ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui font des recherches pour essayer d'avoir un apprentissage quantique de déploiement classique? Hmm, c'est une bonne question, je ne suis pas au courant en fait. Ok, d'accord. Bon. Notre avis à faire potentiellement. Ouais, donc je sais pas, je vais peut-être essayer de reformuler un peu ce que tu viens de dire, mais l'idée c'est que parfois, lorsqu'on a des données qu'on veut couper en deux, quoi, souvent on essaie de séparation, ce qu'on appelle linéaire, donc essayer de couper en deux, et parfois on peut pas avoir de bonne séparation linéaire, et du coup l'idée c'est de rajouter des dimensions et de calculer d'autres dimensions, et du coup l'ordinateur quantique serait capable de bien trouver efficacement ces nouvelles dimensions, alors qu'avec un ordinateur classique, il faudrait beaucoup plus de calculs. C'est ça? Exactement. Donc en fait, l'ordinateur quantique, il nous permet d'introduire des caractéristiques qui sont difficiles à calculer avec un ordinateur conventionnel. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que ça serait possible que toute cette voie sur les ordinateurs quantiques, finalement, enfin, le progrès n'arrive pas à continuer? Est-ce que c'est possible que ça soit une dead end ou est-ce que tu es très confiant sur le futur? Alors moi, je suis assez confiant sur le futur. Je suis très confiant. Quand on regarde en fait le progrès qu'on a effectué ces 10 dernières années, on va dire, il est quand même très très grand. Par exemple, en 2016, on avait les processeurs quantiques avec 5 qubits disponibles via le cloud, et maintenant, on va justement introduire des processeurs avec 53 qubits. Et Ouais. d'autant plus qu'il faut aussi se rendre compte que certaines de la recherche qu'on fait pour les ordinateurs quantiques peut aussi être utilisée dans d'autres domaines. Et ça, c'est donc un aspect. Et maintenant, on a ici tout un aspect, comment dire, de formation aussi. Donc, IBM a organisé plusieurs camps pour apprendre à des jeunes chercheurs et programmeurs comment on programmerait un ordinateur quantique. Et justement, on fait ça en Python, qui est un langage de programmation qui est aujourd'hui très utile à connaître, mais c'est aussi quelque chose qui va nous permettre en quelque sorte de découvrir les applications du futur. Et finalement, un des aspects que je trouve les plus excitants, c'est qu'en effectuant cette recherche sur les ordinateurs quantiques, on découvre aussi des choses sur le monde qui nous entoure et on pousse donc justement notre connaissance du monde qui nous entoure. Et ça, c'est quelque chose que je trouve aussi très excitant. Est-ce que tu as d'autres exemples de domaines liés? J'imagine la supraconductivité, c'est lié à plein d'autres. Par exemple aussi, ça nous permet un peu de pousser notre compréhension des processus physiques qui ont lieu justement dans ces systèmes avec lesquels on conçoit les qubits supraconducteurs. Ouais. Ouais. Parce que par exemple, dans la supraconductivité, il y a beaucoup de recherches sur des outils de la supraconductivité à température ambiante. Mhm, Est-ce que ça tout à fait. révolutionnerait l'ordinateur quantique ou est-ce qu'il y aurait des liens Alors en fait, la raison pour laquelle on a besoin d'un système de refroidissement dans nos systèmes quantiques, c'est parce que la transition, enfin l'énergie de transition entre le 0 et le 1 est de l'ordre de 5 à 7 GHz. Maintenant, en fait, on peut convertir cette énergie en une température. Et puis cette température est de l'ordre de 240 millikelvin à peu près. Ce qui veut dire que si on veut protéger notre bit quantique des fluctuations environnementales, il faut avoir un système de refroidissement qui atteint des températures beaucoup plus profondes que les 240 millikelvin. Okay. Ah, parce que sinon il y a trop de niveaux d'énergie. Exactement. Sinon, il y a trop de fluctuations aux alentours, en fait. Ouais. Ouais. Et si on t'a parlé enfin de la programmation quantique sur Python, du coup vous avez une librairie pour écrire des codes quantiques? Tout à fait. Donc, IBM a mis à disposition du public général et on est en train de concevoir une librairie qui s'appelle Qiskit, le Quantum Information Software Kit. Et c'est en fait tout le stack qui nous permet de contrôler
les ordinateurs quantiques. C'est-à-dire qu'au niveau les plus élevés, on a les applications, comme par exemple simuler des molécules, et puis au niveau le plus profond, on a justement la génération des pulses de contrôle qui nous permet de contrôler un ordinateur quantique. Ouais. Ouais. Ouais, du coup, j'imagine que vous avez plein d'étapes intermédiaires, des côtés très proches du hardware, des trucs un peu plus. Est-ce que c'est difficile d'apprendre à programmer en quantique? C'est quand même un paradigme de calcul qui est très différent. Donc, il faut connaître un peu d'algèbre linéaire, de physique, et il faut aussi réussir à comprendre ce que c'est qu'un circuit quantique, c'est-à-dire quel est l'effet de faire telle porte logique à tel moment. Ok. Ah bah, super. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Je crois que pour l'instant, on a touché plus ou moins à beaucoup des aspects des ordinateurs quantiques. Bah, super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci bien. Merci. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez m'écrire. Super. Je ne sais pas si vous avez des photos ou bien des vidéos, des choses comme ça. Bah, uniquement en audio, mais. Okay. Bon. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Ouais, merci. Est-ce que vous pourriez du coup m'envoyer l'enregistrement audio? Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Super. Ok. Merci. Merci. Au revoir.